Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo qui est un update lecture, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur puisque la chaîne YouTube a maintenant dépassé les 2000 abonnés. C'est juste énorme, c'est absolument incroyable, donc merci à vous tous, autant que vous êtes et bien entendu on va célébrer ça. Maintenant je préfère attendre le mois de septembre histoire que la plupart d'entre vous soyez rentrés de congé pour avoir une chance supplémentaire de participer et de remporter l'un des concours qui va être organisé ici sur cette chaîne, donc restez attentifs au mois de septembre. Quant à moi, je commence maintenant cette vidéo, comme j'ai pu vous le dire, c'est un update lecture, je vais tout simplement vous parler de mes 5 derniers livres lus. Je vous parlerai dans un premier temps de Quoi qu'il arrive. Je vous parlerai ensuite du premier tome de la trilogie de Georgia Caldera, Les Larmes Rouges. Par la suite, je vous parlerai du tome 8 de la saga Merci Thompson. Je vais également vous donner mon avis sur Les Orages de l'été. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant de Wallbanger. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Quoi qu'il arrive, écrit par Laura Barnett, qui m'a été proposé en partenariat par la maison d'édition Les Escales. Les Escales, ils m'ont envoyé un petit mail il y a, je sais pas, 2 mois de ça à peu près pour me proposer un partenariat avec leur maison d'édition. J'ai accepté parce que c'est une maison d'édition que je connaissais vraiment de nom, mais je n'avais absolument lu aucun livre venant de chez eux, et comme je suis une petite curieuse de nature, j'avais envie de voir ce que ça allait pouvoir donner. Du coup j'ai accepté de recevoir quelques titres de leur part, notamment celui-ci, parce qu'il propose un système narratif absolument original. Dans cette histoire, on est en 1958, on suit le personnage de Eva qui a 19 ans, qui fait du vélo en ville et qui va se casser la binette parce que son vélo a roulé sur un clou. Il y a un jeune garçon de son âge qui est assisté à la scène et qui va se précipiter vers elle pour savoir si tout va bien, et il va par la suite lui proposer d'aller boire un verre avec lui. Ça, c'est la situation de départ, et partant de là, l'auteur a décidé d'inventer 3 suites possibles à cette situation initiale. La première partie s'attache à la jeunesse d'Eva, la deuxième partie c'est plutôt l'âge adulte avec les enfants, et la dernière partie c'est plutôt la vieillesse, le temps de la réflexion. Et j'étais assez surprise parce qu'au départ j'étais persuadée que j'allais assister à la première version d'Eva dans son intégralité, puis une deuxième version, puis une troisième version. Je ne pensais pas du tout que l'auteur allait décider de faire s'entremêler les trois, et c'est ce qu'elle a décidé de faire. À chaque fois que je reprenais mon livre, j'étais complètement paumée, j'ai eu beaucoup de difficultés à remettre les choses dans leur contexte. J'étais sans arrêt en train de me dire, alors attends, on est dans quelle version? C'est la version où Eva elle a choisi lui plutôt que lui, ou que se passe-t-il? Voilà, j'étais tout le temps comme ça, ce qui a fait que ma lecture s'est révélée assez rébarbative. Par ailleurs, on est dans un livre qui est très factuel, c'est-à-dire que l'auteur sans arrêt nous dit voilà, on est telle année, c'est passé ça, il s'est passé ça, il y a eu un anniversaire, il y a eu un mariage, il y a eu un enterrement, il y a eu des naissances. Voilà, très factuel, du coup c'était assez filandreux et ça manquait vraiment à mon sens d'émotion, de romantisme. En débutant ma lecture, j'étais persuadée d'assister à une magnifique histoire d'amour, quelle qu'allait être la version, puisqu'on nous dit bien que à la fin Eva et Jim vivront une magnifique histoire d'amour. Moi la magnifique histoire d'amour, je l'attends encore quoi. Je veux dire, j'ai terminé ce livre en me disant c'est une blague ou quoi, parce qu'en fait c'est tout sauf magnifique. Je veux dire, c'est que des tromperies à répétition, donc de l'adultère, c'est que des divorces, je veux dire, c'est ça l'amour? Non, pas vraiment. Donc voilà, ça m'a laissé vraiment un petit goût amer comme ça dans la bouche, et c'est pas vraiment un roman qui m'a plu. Pour tout vous dire, je lui ai mis la note de 1 sur 5, du coup ça a clairement été une déception pour moi. Par la suite, j'ai lu le premier tome de la trilogie de Georgia Caldera qui s'intitule Les Larmes Rouges. Ce tome 1 est sorti chez J'ai lu et s'appelle Réminiscence. Alors c'est pas mon tout premier Georgia Caldera. En début d'année, j'ai lu Victorian Fantasy de la même auteure, qui s'était avérée une véritable déception. C'est pour ça que j'avais quelques appréhensions à l'idée d'entamer un nouveau livre de cette même auteure. J'avais peur de ne pas l'apprécier à l'image du premier, bien qu'on soit dans des genres vraiment différents. Ce livre, je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Althea et ça a été vraiment une bonne surprise puisque je lui ai mis la note de 4 sur 5.
On est dans une histoire vraiment atypique, c'est un livre qui possède une identité propre, mais réellement, parce qu'il y a une ambiance vraiment très lugubre, limite gothique. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Cornelia, qui est une adolescente très mal dans sa peau. Elle a essayé de mettre fin à ses jours, mais elle s'est ratée. Il y a un mystérieux personnage qui lui a sauvé la vie juste avant qu'elle commette l'irréparable. Et en sortant de l'hôpital, le père de Cornelia va l'emmener se mettre au vert. Donc il va l'emmener dans une résidence secondaire à la campagne afin qu'elle puisse se remettre psychologiquement et physiquement de ses émotions. Cornelia va faire la connaissance de son voisin, qui est le comte d'un château et qui va s'avérer être la même personne qui l'a sauvée de son suicide. Elle va tenter de se rapprocher de lui, tandis qu'en même temps, elle commence à être assaillie par des rêves assez étranges, une fatigue vraiment omniprésente et des manifestations absolument terrifiantes. Voilà ce que je peux vous dire du résumé de cette histoire. Je ne vous en dirai absolument pas plus. Je n'avais absolument pour le moment rien lu de semblable. Alors oui, ça fait un petit peu froid dans le dos parfois, il y a pas mal d'hémoglobine. Il faut être prévenu. Maintenant, c'est pas un récit qui fait vraiment peur non plus, quoi. Faut pas charrier. J'ai quand même deux bémols à mettre à cette histoire. Le premier, c'est concernant le rythme. Comme j'ai pu le dire, c'est assez lent. Encore heureux qu'on a les rêves qui permettent de dynamiser un petit peu l'ensemble. Le deuxième bémol, c'est concernant le personnage de Cornelia. Je ne me suis jamais attachée à cette héroïne que j'ai trouvée particulièrement insignifiante. On dirait une petite souris discrète dans son coin, assez fade et sans saveur, mais heureusement le personnage masculin a vraiment su attirer tout mon intérêt. Il s'agit du comte Henri qui est absolument mystérieux, absolument insaisissable et caractériel. J'ai beaucoup apprécié voir l'évolution de la relation entre ces deux personnages. Pour moi, ça reste une lecture qui m'a quand même globalement très satisfaite. J'ai ensuite eu l'occasion de lire le tome 8 de Mercy Thompson, La faille de la nuit, écrit par Patricia Briggs, est sorti en poche aux éditions Milady. Ce tome 8, je l'ai tiré au sort dans ma saga Book Jar au mois de juin et comment vous dire, j'ai ressenti un énorme coup de cœur pour cette suite de saga. Il faut dire que Mercy Thompson, c'est une série d'urban fantasy que j'adore. J'ai lu et relu, accrochez-vous, plusieurs fois chacun des tomes de cette saga, donc c'est vous dire à quel point je suis complètement fan. Voilà, j'aurais bien du mal à dire laquelle des deux séries entre Mercy Thompson et Charlie Davidson je préfère. Vraiment les deux je les adore, mais celle-ci est vraiment géniale. Ce qui est assez curieux quand on me connaît parce qu'il y a des histoires de loups-garous à l'intérieur et les loups-garous et moi, sans plus quoi. Mais vraiment cette série est extraordinaire, je ne peux que vous la conseiller si vous ne la connaissez pas. Maintenant je ne vais pas rentrer énormément dans le détail de l'histoire parce qu'on est quand même dans un tome 8. Pour vous expliquer les choses dans les grandes lignes, Mercy Thompson, c'est l'héroïne de cette série. Elle a la faculté de se métamorphoser en coyote grâce à ses origines amérindiennes. Autrement, elle gagne sa vie en étant mécanicienne. Elle répare des vieilles voitures et elle est mariée à l'alpha de la meute locale de loups-garous. Voilà, et puis bien entendu dans chacun des tomes il y a un grand méchant qui fait son apparition comme souvent dans l'urban fantasy et tout ce petit monde doit s'allier pour réussir à éradiquer le méchant en question. Ces tomes-là ne dérogent pas à la règle, mais je trouve que Mercy Thompson c'est une série qui ne s'essouffle absolument pas. On en est au tome 8 et je parviens toujours pas à m'ennuyer parce que l'auteur réussit vraiment à se renouveler à chaque fois, à inventer de nouvelles créatures fantastiques hyper originales, puisque c'est un livre qui mêle à la fois vampires, loups-garous de manière très classique, mais on a aussi des sorcières, des faillés et tout un panel de créatures que je ne connaissais pas au préalable. L'auteur nous mêle à chaque fois des scènes d'humour, des scènes d'action, des scènes d'émotion, des scènes sensuelles et c'est quatre choses qui forment un cocktail absolument extraordinaire dans ce livre. Je ne peux pas vous en dire plus, vraiment je l'ai absolument adoré. J'ai ensuite lu Les Orages de l'été, écrit par Tamara McKinley, qui m'a gentiment été envoyé par les éditions de l'Archipel et mon partenaire LP Conseil. C'est le deuxième livre que je lis de cet auteur. J'avais déjà lu Et le ciel sera bleu en fin d'année dernière, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais j'étais très curieuse de découvrir celui-ci parce qu'il faut savoir que l'auteur vit en Australie et elle se nourrit énormément de tout ce qui a trait à son pays pour donner du corps et du contenu à ses récits. Et du coup celui-ci ne déroge pas à la règle. J'ai été vraiment immergée grâce à l'auteur en Australie et
pour vous résumer en quelques mots l'histoire, on est en 1947, donc 2 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On suit le personnage de Olivia, dont la mère vient de décéder, et en rangeant les affaires de sa mère, elle va tomber sur des documents un petit peu compromettants qui remettent vraiment en question ses origines à elle. Du coup, elle est fermement décidée à retourner en Australie, là où elle a passé ses 10 premières années, afin de trouver des réponses à ses questions. Elle ne va pas partir seule, elle va partir avec Gilles, qui est son ami d'enfance, qui a été mutilé par la guerre puisqu'il a perdu un bras, mais qui la suit comme son ombre. Voilà, il est fermement décidé à aller au bout du monde avec elle si jamais elle en ressent le besoin, donc elle va pouvoir vraiment compter sur lui. Et elle va vraiment avoir besoin de lui parce que ce voyage va véritablement la chambouler. Voilà. Si vous aimez les histoires à tiroir, si vous aimez les mystères, si vous aimez les sagas familiales, ce livre est fait pour vous parce que c'est vraiment tout ce qu'il est. Ce que j'ai apprécié dans cette histoire, c'est qu'on a la voix de plusieurs femmes qui vont venir raconter les événements tragiques de leur passé, qui vont nous permettre de comprendre un petit peu leur caractère actuel, voilà, et ça dynamise en plus l'ensemble, le fait qu'on ait des récits comme ça où passé et présent s'entremêlent. J'ai vraiment adoré ça. Les personnages sont hyper attendrissants, hyper attachants, vraiment j'ai limite que du positif à vous dire. Le seul bémol que j'ai noté par rapport à cette histoire, c'est que le gros mystère concernant les origines d'Olivia, je l'ai deviné un petit peu trop vite, un petit peu avant la révélation finale. C'est ce qui m'a un petit peu frustrée, mais ça n'entache en rien le fait que ce récit était vraiment prenant, vraiment palpitant. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Le dernier livre dont je vais vous parler dans cette update, c'est Wallbanger, écrit par Alice Clayton, et sorti aux éditions que j'ai lu. C'était le premier livre que j'avais placé dans ma pile à lire estivale. Je suis donc super contente d'avoir réussi à le caser début juillet, surtout que j'ai passé un formidable bon moment de rigolade en compagnie de ce livre léger et sans prise de tête. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Caroline, qui est décoratrice d'intérieur. Elle vient d'emménager avec son chat dans un nouvel appartement de San Francisco et elle habite maintenant dans une résidence assez vétuste où les cloisons sont très fines, ce qui lui permet de ne rien rater des ébats sexuels de son voisin, qu'elle a surnommé Wallbanger, donc mot à mot le cogneur de mur. Elle se rend compte ainsi qu'il possède un harem puisqu'il a l'air de coucher régulièrement avec 3 filles différentes auxquelles elle a donné des surnoms divers et variés tels que la fessée, le dindon et Minouchka. Voilà, donc au départ elle trouvait ça plutôt rigolo, mais à force de ne pas réussir à fermer l'œil de la nuit, elle va décider d'aller frapper à la porte de son voisin, qu'elle a pour le moment jamais croisé, mis à part à travers le judas de sa porte d'entrée, afin de lui exprimer en fait sa façon de penser. Et bien entendu c'était en pleine nuit, donc elle n'est vêtue simplement que d'une petite nuisette rose, et lorsqu'elle va tomber face à face avec son voisin Simon, qui est beau comme un dieu, elle va légèrement perdre ses moyens dans un premier temps avant de l'honnir de reproches. Un récit qui parle beaucoup de sexe, c'est-à-dire qu'on est vraiment avec un vocabulaire très olé olé, beaucoup de connotations, beaucoup de propos explicites, mais j'ai apprécié que les scènes à proprement parler soient cantonnées à la fin du roman et pas tout au long. Et voilà, c'est un récit qui mélange romance et humour, parce que si le début est assez drôle, plus on avance dans cette histoire et plus on rigole, parce que vraiment l'humour de l'auteur est absolument omniprésent. J'ai particulièrement adoré le personnage de Caroline qui fait tout le sel de cette histoire, c'est-à-dire que c'est une nana assez déjantée qui se met tout le temps dans des situations embarrassantes, qui fait des monologues à chaque fois assez drôles, et en même temps voilà, elle est attachante, elle a vraiment un bon état d'esprit. Caroline, c'est un petit peu la bonne copine qu'on rêverait tous d'avoir, et elle a tout le temps la faculté de donner un surnom aux gens qui l'entourent, donc notamment le harem de son Wallbanger, et elle a un chat qui s'appelle Mr. Clive qui m'a fait hurler de rire du début à la fin. Dès qu'on voyait Mr. Clive, j'étais en train de fangirler, et pourtant Dieu sait que j'aime pas trop les chats, mais alors celui-là était vraiment très drôle. Le personnage de Simon, quant à lui, donc le fameux Wallbanger, m'a également beaucoup plu, en dépit du fait qu'il dégage un sex appeal assez incroyable. Ça reste quelqu'un qui a un petit cœur de guimauve tout mignon et qui est assez protecteur, assez bon esprit. Voilà, c'est un personnage que j'ai adoré découvrir également. Et on s'ennuie pas une seconde dans ce livre parce que l'auteur arrive vraiment à nous insérer une bonne dynamique, c'est-à-dire qu'en 400 pages à peu près, elle fait déplacer plein de fois ses personnages
principaux et ses personnages secondaires. Elle les envoie à des soirées, elle les envoie en vacances à plusieurs reprises, ce qui fait qu'on change souvent d'endroit et on ne s'ennuie pas. Voilà, donc pour moi ça a été une très bonne lecture, parfaitement adaptée à la saison qu'elle était, c'est-à-dire pas de prise de tête, une lecture joyeuse, drôle, légère, et vraiment j'ai passé un très bon moment de lecture en compagnie de ce livre. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!